Je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. En Côte d'Ivoire, le prix d'achat du cacao au planteur a été fixé à 1000 francs CFA le kilo, soit une hausse d'environ 20% à l'ouverture de la campagne cacaoyère 2015-2016. L'essence produite par le Nigeria est de retour dans les stations du pays. La remise en marche des raffineries nigérianes permettra surtout de relancer l'économie nationale. Le Burkina Faso est un exemple en matière de lutte contre la désertification. C'est à travers la technique du cordon pierreux qui a permis de donner un nouveau souffle à l'agriculture. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le prix d'achat du cacao au planteur a été fixé à 1000 francs CFA le kilo, soit une hausse d'environ 20%. Pendant ce temps, au Cameroun, l'armateur gazier Golar entend investir 1,3 milliard de dollars pour convertir le méthanier Ili en une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel. Autant d'informations qui font l'actualité économique sur le continent africain et que je vous propose de découvrir à travers ce tour d'horizon. 1,3 milliard de dollars, ainsi s'élève le montant qu'envisage d'investir l'armateur gazier Golar pour convertir le méthanier Ili en une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel au Cameroun. L'infrastructure sera dotée d'une capacité de production annuelle de 1,2 million de tonnes de gaz naturel. Elle permettra la production annuelle de 30 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié destiné à la consommation nationale d'une part et la production de 5 000 barils de pétrole brut très léger par jour d'autre part. Ce projet favorisera également la création de 1000 emplois et mobilisera 100 personnes pour son exploitation. Les premières exportations s'effectueront à la fin du deuxième trimestre de l'an 2017. La Côte d'Ivoire, nouveau leader de la production d'anacarde, c'est du moins ce que soutient le ministre ivoirien de l'Agriculture. Mamadou Sangafoa Koulibaly affirme en effet que la production ivoirienne de noix de cajou a atteint 700 000 tonnes en 2015, faisant de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial d'anacarde devant l'Inde. Une nouvelle contestée par des analystes du marché de l'anacarde qui estiment la production indienne en 2015 à 760 000 tonnes. Des chiffres supérieurs aux estimations ivoiriennes, mais inférieurs aux 800 000 tonnes évoquées par les autorités indiennes. Toutefois, les spécialistes s'accordent sur la croissance exceptionnelle de la production ivoirienne d'anacarde, poussée par une nette progression des surfaces cultivées. Le pays a enregistré une forte croissance dans la production brute d'anacarde, avec 16,84% en moyenne par an entre 2001 et 2013. Toujours en Côte d'Ivoire, le prix d'achat du kilogramme de cacao au planteur a été revu à la hausse à l'ouverture de la campagne 2015-2016. Le premier producteur mondial de cacao a fixé ce prix à 1000 francs CFA contre 850 francs CFA au cours de la campagne précédente, soit une hausse d'environ 20%. Notons que la campagne 2014-2015 s'est soldée par une production de 1,8 million de tonnes, ce qui représente 35% des récoltes mondiales. En Côte d'Ivoire, le cacao représente 22% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2/3 des emplois et des revenus de la population. Après plusieurs mois d'une pénurie sans précédent, l'essence produite par le Nigeria est de nouveau disponible dans les stations-service du pays. Conséquence heureuse de la remise en marche des raffineries nigérianes, ceci permettra d'améliorer la sécurité énergétique et de relancer l'économie nationale qui est fortement touchée par la chute des cours pétroliers mondiaux. Précisons que le Nigeria dépend à 70% de ses exportations de brut pour son budget et à 90% pour ses recettes en devises.
La désertification constitue un frein au développement de l'agriculture dans les pays du Sahel et par conséquent une menace pour la sécurité alimentaire. Le Burkina Faso est un bel exemple de réussite dans la lutte contre ce phénomène de désertification. Le pays a réussi en l'espace de 30 ans à rendre cultivable entre 200 000 et 300 000 hectares de terre. Ceci grâce à une technique dite de cordon pierreux. Les images. Auparavant des roches arides, maintenant des cultures verdoyantes. En 30 ans, le Burkina Faso a réussi à combattre la désertification. Ici, à Rim, à une dizaine de kilomètres du Mali, les paysans ne jurent que par le zaï, aussi appelé le cordon pierreux. Il a été question ici de transporter des pierres pour venir réaliser donc des petites barrières, donc les cordons pierreux, pour retenir et pour freiner le ruissellement de l'eau, freiner la vitesse de l'eau, pour permettre à l'eau de s'infiltrer et d'emporter moins la terre vers le bas de la pente. Donc ce qui va permettre, donc l'infiltration va permettre aux plantes de croître. Une nouvelle technique qui fonctionne, les agriculteurs du village sont ravis. Auparavant, ils semaient sur une terre nue et ne récoltaient rien. Aujourd'hui, leurs récoltes sont abondantes. J'ai une famille de 11 personnes. Actuellement, si tu viens chez moi, tu vas trouver des greniers pleins que je n'ai pas encore touchés. J'ai également suffisamment de haricots et tout cela, c'est grâce à la technique des cordons pierreux qu'on nous a montré. Entre 200 000 et 300 000 hectares de terre ont ainsi été réhabilités et se retrouvent aussi exploitables, mais les moyens ne sont pas encore suffisants. Il y a encore plusieurs familles qui n'ont pas eu la chance d'adopter. Ils savent et ils veulent adopter ces pratiques, mais ils ont besoin des moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais il faut que ces moyens soient dirigés à ceux qui ont besoin de quelques ressources pour implémenter ces pratiques. L'enjeu dépasse la simple sécurité alimentaire du Burkina Faso. Cet État sahélien pauvre connaît un important exode rural. Grâce à cette nouvelle méthode d'exploitation, l'exode aura bien moins raison d'être. Dans un pays où 60% des 17 millions d'habitants a moins de 25 ans, le zaï pourrait inciter les jeunes burkinabés à rester à la campagne. Hors du continent africain et plus précisément en France, une ancienne cité dortoir créée pour la sidérurgie et une ex-ville minière de la région du nord du pays sont devenus aujourd'hui des laboratoires du développement durable. Deux villes dans lesquelles de nombreuses initiatives originales se développent. Reportage. De l'énergie solaire dans le nord de la France, malgré le manque de soleil, c'est bien possible. Un peu de lumière suffit, selon Xavier Calins, qui a installé ses panneaux à Los Angoel, dans l'ancien bassin minier. La plateforme LumiWatt a été installée en fait sur un ancien site exploité par les mines, un site non constructible, avec une vocation de pouvoir démontrer face aux plus hauts territoires d'Europe ce que c'est l'énergie renouvelable de demain. Malgré la crise et un taux de chômage élevé, plusieurs villes du Nord-Pas-de-Calais ont fait du développement durable leur cheval de bataille. À Los Angoel, ville de 7000 habitants qui a subi l'arrêt des mines à la fin des années 80, la mairie ne lésine pas. L'ancien carreau de fosse abrite une pépinière d'entreprises vertes, des panneaux photovoltaïques ont été placés sur l'église et des légumes en libre service poussent en face de la mairie. Notre vision, c'est de la ville non durable, qui était celle du charbon, passer à la ville durable. Qui va respecter les hommes et qui va respecter l'environnement tout en créant de l'activité et du développement, puisqu'on a plein de chômage ici. 100 km plus au nord, Grande-Sainte, ancienne cité dortoir créée pour la sidérurgie, est aussi en pleine révolution verte. Exit les longues barres d'immeubles, remplacées par des écoquartiers. La ville compte 60% de logements sociaux, à leurs pieds, des jardins partagés. Nichée à l'ouest de Dunkerque, Grande-Sainte compte près de 25% de chômeurs. Quand on soigne l'environnement, c'est aussi pour leur offrir un environnement de qualité avec les difficultés sociales. Quand on fait des logements basse consommation ou passifs, c'est pour réduire la facture énergétique de ces familles-là. Donc à chaque fois qu'on mène une action dans un domaine, il y a l'environnement qui est concerné, mais il y a aussi surtout le social dans un premier temps.
16 jours seulement après la signature du second compact du Millennium Challenge Account entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique, une délégation d'investisseurs américains était en visite de prospection au Bénin. Mais pour quelles raisons? Casimir Pédior nous le dira juste après cette transition. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, des investisseurs américains étaient en visite de prospection au Bénin. Pour quelles raisons? Il faut dire que le Bénin a signé il y a environ 2 ou 3 semaines le second compact du Millennium Challenge Account dans le cadre du renforcement de la capacité de production énergétique. Alors, vous savez que dans ce pays-là, aux États-Unis, le temps c'est de l'argent. Et donc, les investisseurs américains n'ont pas voulu attendre longtemps la signature, juste après la signature. Donc, ils ont décidé de venir au Bénin pour voir comment se présente l'environnement dans le cadre de la mise en œuvre de ce second compact. Alors, ils en ont profité pour prospecter tout secteur économique du Bénin, tel que le transport, l'agroalimentaire et aussi le tourisme. Donc voilà quelques secteurs qui ont accompagné le secteur de l'énergie et forcément ils ont trouvé des imbrications forcément qui pourront exploiter d'ici à là au Bénin. Alors dites-nous Casimir, que peut-on retenir de ce séjour? De ce séjour, nous allons retenir 3 grandes choses principalement. Les Américains sont intéressés par l'environnement économique du Bénin, ça c'est très important. Ils ont décidé de venir au Bénin, mais il y a un mais qui cloche, c'est qu'il va falloir que le Bénin travaille. Il va falloir que le Bénin essaie de lever un certain nombre de goulots d'étranglement tels que la bonne gouvernance qui n'est